Aujourd'hui, mon invité est Étienne Drapeau. Il est un ancien joueur de hockey professionnel. Il a été la révélation de Star Academy en 2004. C'est un auteur-compositeur prolifique avec plusieurs albums à son actif. Il est aussi auteur. Son premier livre s'appelle « Faire le choix du bonheur » et son tout dernier livre s'appelle « Vivre, aimer, souffrir et recommencer ». Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je suis ravie de l'accueillir dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis incroyablement reconnaissante de recevoir mon ami Étienne Drapeau. Bienvenue! Bonjour! Très, très heureuse de te recevoir au Showcase des conférenciers. Ici, on parle de prise de parole en public et de storytelling. Bien, merci beaucoup, Cathy, de me recevoir. Très apprécié. J'écoute ton podcast, puis je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que le niveau de discussion, ce qui sort de ce podcast-là, se démarque beaucoup des autres. Donc, c'est tout à ton honneur. T'es quelqu'un qui a répondu à mon appel rapidement. Dès que je t'ai écrit, tu m'as dit « Ah oui, ça va me faire plaisir. » Puis honnêtement, je suis très reconnaissante. Des fois, il y a beaucoup de « aller, va-et-vient ». Mais toi, ça s'est fait avec aisance et facilité. Fait que c'était prévu qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et on dit qu'il n'y a pas, c'est pas les lueurs qui disaient il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Écoute, j'aime beaucoup amener mes invités dans leur enfance. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, Étienne, comment il était quand il était au primaire? Donc, on dit 4e, 5e année. Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? J'étais extraverti, je l'ai toujours été. J'avais beaucoup d'amis, j'étais très compétitif. J'étais un petit sportif, un petit joueur de hockey. J'étais le gars qui voulait être le meilleur dans tout. Je faisais tous les sports. À l'école, je voulais performer. J'ai toujours voulu performer dans tout, autant dans mes résultats académiques que dans le sport, que dans mes activités interscolaires, parascolaires. J'ai vraiment toujours été un espèce de crinqué, mais avec une drôle de particularité qui est normalement, les jeunes sont soit des sportifs Oui, ou soit des nerds. OK. Tu sais, un peu bien intello ou soit moi, j'étais un nerd sportif. Un nerd sportif. Un intello, tu sais, craqué et sportif en même temps. Mais c'est ça, je pense qu'il y avait une envie chez moi depuis que je suis tout petit de réussir, de foncer dans la vie puis d'atteindre mes buts puis mes rêves. Puis de rassembler plusieurs petits amis. Les amis, tout le monde était autour de toi ou c'est toi qui allais vers les gens? Je pense que j'avais une facilité à me faire des amis. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez rassembleur. Parce que, tu sais, je te parle de sport, puis presque toute mon enfance, tout mon hockey mineur, j'étais capitaine de mes équipes. C'est sûr, bon, que le fait, quand tu es un bon joueur, ça aide à être le capitaine ou l'assistant capitaine, mais j'avais ce côté-là, je pense, rassembleur, qui m'a beaucoup servi dans le sport, comme après ça, capitaine de plusieurs équipes de hockey dans lesquelles j'ai joué. Puis Martin Latulippe, que tu connais bien, Que je connais qui était bien. un conférencier extraordinaire, qui lui aussi était capitaine, qui était joueur de hockey, qui était capitaine de presque toutes ses équipes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de rassembleur là-dedans qui m'a aidé après ça quand j'ai pris une guitare ou dans mon domaine professionnel de pouvoir rallier les gens, de pouvoir rassembler les gens. Mais je suis pas surprise que tu es capitaine d'équipe parce que c'est ça, tu prends soin des gens. Tu sais, es un peu celui qui veille que tout le monde est OK puis que tu t'assures que tout le monde est OK. Donc, ça me surprend pas. Ça me surprend, par exemple, que tu étais aussi impliqué partout. Là. Je pensais que tu étais plus timide quand tu étais jeune. Ah oui? Je sais pas pourquoi j'avais cette Ah oui, ah oui. impression-là. Non, j'étais très impliqué, mais il y a toujours eu chez moi une envie de faire le bien, de prendre soin des autres. Ma mère est celle qui a beaucoup veillé à mon éducation au niveau humain, au niveau personnel. Mon père était un grand intellectuel avec beaucoup de formation, beaucoup de culture, beaucoup d'éducation, mais ma maman, elle a décidé de rester à la maison pour nous élever jusqu'à temps qu'on arrive au secondaire. Et c'est elle vraiment là, qui m'a inculqué ça. Ma mère, on la surnomme un peu Mère Teresa. Ah, c'est nice. Et de toujours prendre soin des gens, de toujours être poli, de toujours être respectueux, de toujours s'occuper des gens. Moi, je dis souvent dans la vie qu'on me présente un PDG d'une compagnie ou d'une grosse compagnie de disques ou quelqu'un qui pourrait m'être très utile dans ma carrière ou que ce soit la dame qui fait le ménage dans ma chambre d'hôtel et qui rentre, je vais la traiter de la même manière, avec le même respect, je vais m'adresser à elle de la même façon. Pour moi, tous les êtres humains sont égaux, tous les êtres humains ont une valeur, puis il y a quelque chose d'intéressant. On parle de storytelling, tout le Oui. monde a une histoire. Oui. Puis quand on s'intéresse aux gens, si tu trouves pas quelque chose d'intéressant chez les autres, c'est pas l'autre qui est pas intéressant, c'est toi qui est pas intéressant. C'est toi qui n'es pas intéressé. Ouais. J'aime ça. J'aime ça comment tu l'apportes. Dis-moi, est-ce que tu avais des frères et des sœurs? Un frère Un frère frère plus vieux, plus Jean-François, vieux? Combien? 2 ans plus vieux que moi, qui a été mon meilleur ami toute ma vie, qui l'est encore aujourd'hui, qui est un modèle
pour moi qui a connu sa conjointe à 17 ans à l'école en Ah, éducation spécialisée. Mon frère et sa femme sont des éducateurs spécialisés, OK. donc aussi dans le domaine, social, humain Est-ce qu'il et te puis ressemble beaucoup ou vous un petit êtes, peu. différents? OK. Lui a le côté très, materne il a retenu ma mère, moi j'ai retenu du côté un petit peu plus intellectuel de mon père. Mon frère est très dans l'être humain, d'en prendre soin des autres aussi. Puis il a rencontré sa conjointe à 17 ans, puis ils ont 2 grands-enfants de 21 ans, 19 ans aujourd'hui, une belle famille unie. Donc, je dis toujours à la blague que mon frère et mon père ont été mes modèles, moi, très jeune. Mais c'est très bien dit, là, quand c'est la famille qui sont nos modèles, là. Moi aussi, j'ai une admiration profonde, incommensurable envers mes parents, là. Oui. La famille, c'est eux qui nous transmettent nos plus grandes valeurs, celles qui nous suivent toute notre vie. Je pense que c'est une des plus belles, fiertés, tu vois? J'étais, pour Pâques avec, ma famille puis on est une famille très unie, très proche, puis à chaque fois qu'on se rassemble, je me dis: «Mon Dieu, que je suis choyé». Pour moi, quelqu'un qui réussit sa famille, d'avoir un clan tissé serré, de se réunir, la famille, c'est pas un mot. La famille, c'est quand on est rassemblés, c'est l'amour qui nous unit. Parce qu'il y a des familles qui se disent famille, mais qui Oui. se côtoient pas, puis qui passent leur temps à chicaner. Nous, je trouve que notre plus grande richesse chez moi, chez les drapeaux, ma mère, la matriarche qui a réuni tout ce Elle a monde-là. super bien fait ça. Mais elle a bien fait ça, puis je me souviens d'une image très forte où l'été passé, à chaque été, on se fait un party de famille, OK. où toute la famille est là, les petits-enfants et tout ça, puis ma maman, elle aime pas ça se baigner, mais elle se met les pieds dans l'eau. Puis là, on est tous dans la piscine, puis on fait un tournoi de volleyball, puis je regarde ma mère avec un beau sourire, puis elle parle pas. Puis tu sais, je te le dis avec une émotion, puis je dis: «Mon Dieu, elle voit sa famille, elle voit ce qu'elle a bâti, ce qu'elle a réussi à tenir unie», parce que c'est pas toujours Non, facile c'est pas toujours facile. j'imagine que tu en sais quelque chose de tenir le fort, d'être le capitaine du bateau, ce que ma mère a été. Donc, de la voir, être fier de tout ça, puis c'est ça à quoi j'aspire dans ma vie, c'est de réussir ma vie, réussir d'être aussi fier de l'être humain que je suis que de l'artiste que je suis et de toujours faire le bien, dans ma vie, ça a toujours été important, peu importe ce que j'ai fait, faire le bien puis faire une différence positive dans la vie des gens, c'est ce qui, pour moi, est ma mission de vie. Hey, c'est tellement beau, là, c'est tellement touchant, là. Merci de partager ça. On sent qu'on s'en va dans c'est un peu vulnérabilité, c'est un Mmh. peu ton authenticité, fait que ça transperce, c'est magnifique. Je veux t'amener à quand le professeur disait que tu avais un exposé oral. Toi, tu Ouais. réagissais comment? Est-ce que tu étais content? Est-ce que tu étais excité? Moi, j'étais excité puis j'avais hâte. Moi, j'aimais les T'étais le exposés chef de oraux. la classe? Probablement. Je pense que dans les, 2 plus grandes peurs de l'être humain, numéro un, c'est la mort, la deuxième, Oui, c'est la prise de parole en public ou oui. la honte ou de se faire juger, d'avoir tous les yeux sur soi, c'est la deuxième. Fait que c'est la deuxième plus grande peur de l'être humain. Moi, j'aimais ça, mais si je peux te faire un petit parallèle, ma première conférence à vie, c'est Chantal Lacroix, David Bernard dans Prêt pour l'amour qui m'ont donné Ah! la chance en pleine pandémie, 500 personnes, au centre des congrès, mais comme on est en pleine pandémie, pour que 500 personnes rentrent, ils prennent la salle grande comme un terrain de football et la scène est centrale. OK. Fait que moi, ma première conférence à vie, c'est devant 500 personnes, mais je dois faire tous les côtés en même temps. J'ai Ah! 1 heure et demie à parler. Là, j'ai pas de guitare, j'ai pas de piano. Là, je ne fais que parler. Je dois me rappeler tout mon texte et je te le dis, là, je te dis qu'à l'école, je parlais puis qu'il y avait pas de problème. Mais avant ma première conférence à Saint-Hyacinthe, tout le long, ma jointe conduisait, j'ai bu 2 litres d'eau, j'avais plus de salive, je tremblais comme une feuille. Pourtant, ça faisait 17-18 ans que je faisais de la scène. Et quand je suis arrivé sur scène, je te dis, là, j'ai bu au moins 50 fois pendant la conférence. Je tremblais comme une feuille, j'étais stressé. Puis, à un moment donné, c'était à se demander: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose ça?» Mais moi, j'ai toujours été comme ça, à la limite entre l'ordre et le désordre, tu sais, comme la ligne est très mince entre, tu sais, je veux dire, quelque chose où tu es bien, puis quelque chose où tu veux aller, puis je pense qu'il faut transgresser cette ligne-là. Moi, mon bonheur, il commence toujours quand c'est difficile. Il commence toujours quand j'ai le vertige. On dit que si tes rêves ne te font pas peur, c'est Ah, qu'ils mais ne sont pas assez grands. Puis moi, il y a toujours quand je suis trop longtemps dans quelque chose et je suis trop confortable, je n'aime pas ça. Quand ça fait trop longtemps que je fais le même show, là, comme là, je suis conférencier, ça va faire une centaine de conférences. Là, il va me manquer autre chose. Fait que, tu sais, il faut toujours que j'aille vers quelque chose d'autre qui me challenge, qui est difficile. Et dans les conférences, j'ai trouvé ça. Le fait d'arriver devant tout le monde, il faut que tu parles pendant 1 heure et demie parfois, oui. sans te perdre ton fil d'idée, sans te tromper, être cohérent, garder tes gens. Ça, c'était plus dur pour moi que les exposés oraux quand j'étais jeune. Bon, mais tu vois, j'allais y aller en disant dans ta carrière, parce que tu es chanteur, on te voit beaucoup, à la télévision, comment la conférence est arrivée, mais là, tu nous l'as raconté. En fait, tu as eu un appel, tu avais déjà fait une conférence. En fait, Ouais. dis-nous qui tu qu'est-ce que tu fais, puis après dis-nous comment la conférence arrive. Ben, en fait, j'ai eu un parcours très éclectique. Je te parlais de sport au début. Moi, j'ai été le choix de 4e monde du Canadien de Montréal Oh en my God! 96. Ouais. Moi, j'ai été le tout premier choix de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à l'âge de 15 ans, 16 ans, comme Mario Lemieux, comme plein de grands joueurs de l'histoire. Ensuite, j'ai été repêché par le Canadien.
J'ai fait 2 camps d'entraînement avec le Canadien. J'ai, compté un but dans l'uniforme du Canadien dans un Ah! match pré-saison. Je me suis pas rendu à la Ligue nationale, mais j'ai joué des matchs pré-saison pour le Canadien et ensuite, j'ai fait 4 ans de hockey professionnel aux États-Unis et j'ai tout abandonné pour devenir chanteur. Moi, je joue Moi du moi, j'ignorais toute cette ah oui, tu partie-là de savais pas ta ça? ben OK. non, Ah, c'est bon, ben, c'est tu génial vois? d'apprendre ça en Ben, direct, en plus. ben oui, puis il y a peut-être des gens qui savent pas ça. Donc, moi, j'avais fait du piano classique toute ma jeunesse. De 5 ans à 15 ans, j'ai fait 10 ans de formation en classique, mais j'aimais beaucoup écrire. J'étais un jeune poète dès l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Je m'enfermais des soirées dans ma chambre à Ah! écrire. J'écrivais des textes. Jusqu'à l'âge de 19 ans, le piano classique était une chose et l'écriture en était une autre, mais je ne chantais pas. Puis c'est à 19 ans, je jouais pour les Tigres de Victoriaville, qu'un de mes amis qui a fait cégep en spectacle. Je suis arrivé là. Je l'ai vu chanter sur scène avec sa guitare une chanson qu'il avait composée. Ça a été wow! Et là, j'ai pris une guitare et ça a été le plus gros coup de foudre de ma vie, à part ma blonde, bien sûr, puis je vais me faire tirer des tomates si je dis pas ça. Mais ça a été le plus gros coup de foudre. Et là, j'ai fait le lien entre la musique et l'écriture. Là, j'entendais des chansons que je jouais à la radio. Là, j'ai appris mes premiers accords et après une semaine, j'écrivais déjà mes premières chansons. Et à l'âge de 24 ans, après 4 ans dans les ligues professionnelles mineures, je voyais que c'était difficile, beaucoup de blessures, que mon rêve d'atteindre la Ligue nationale. Fait que j'ai tout abandonné ça. J'ai fait de la musique et là, j'ai auditionné pour Star Academy. Donc attends, là, Ça en tu a fait vas beaucoup, vraiment ma vite, vie, là, là, tu est vas comme elle est vraiment vite. longue. Fait que du moment où tu écoutes ton ami à Cégep en spectacle, tu reviens à la maison, tu prends ta guitare, tu prends ton Absolument. crayon, tu commences à composer des Une semaine chansons? après, j'avais déjà commencé à composer des chansons. Ma mère avait une vieille guitare qui traînait, je l'ai prise, j'ai Mais tu as commencé à jouer surpris tout de tout le suite. monde, là? Personne t'a vu venir avec ça ou? Personne ne m'a vu venir, tu as tout à fait raison. Puis quand j'ai quitté le hockey, je me suis en allé chansonnier. Je suis allé dans les bars, j'ai commencé à chanter dans les boîtes à chansons. Puis mon rêve était, j'abandonne ça, moi je vais devenir chanteur. Et là, Ah! personne ne comprenait parce qu'Étienne Drapeau, c'était un joueur de hockey. Fait que là, les gens, Étienne Drapeau, il chante. Il chante de quoi, Étienne Drapeau? Il chante le joueur de hockey, le gars qui joue au hockey. Fait que je suis devenu chanteur, j'ai auditionné à Star Academy. Et là, depuis ce temps-là, en 20 ans, je passe toute ma carrière, j'ai fait 9 albums. Et quand arrive la pandémie en 2020, tous mes spectacles sont Tout le annulés, sont monde, tous ceux cancellés. qui est en Et moi, j'ai toujours eu un rêve d'écrire un livre. C'est là que j'ai décidé, je vais mettre mes 20 ans de ma vie passée. À partir de l'âge de 20 ans, j'ai lu beaucoup sur la psychologie, sur la philosophie, sur le développement personnel. Et pendant ces 20 années-là, je me suis créé ma propre philosophie de vie axée sur la pensée positive et la gratitude, deux grands axes dans ma vie, oui. où le bonheur, c'est un choix, où à tous les jours de sa vie, on se réveille et c'est une décision délibérée de dire, je vais être heureux à tous les jours de ma vie, peu importe ce qui arrive, je vais vivre dans la gratitude. Il y a une phrase que je dis, qui est ma préférée, que j'ai écrite dans mon premier livre, qui dit: «Le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur». Ah! Donc, c'est facile d'être heureux quand tout va bien, quand tu as le succès, Oui. l'amour, l'abondance. Mais quand tu veux vraiment savoir quitter, est-ce que tu es capable d'être heureux? Est-ce que tu es capable de dire la vie est belle malgré l'obscurité, malgré les problèmes, malgré les difficultés? C'est là que tu vois ce que tu es vraiment capable. C'est là que tu dois puiser à l'intérieur de toi pour trouver ton bonheur. Fait que ça, c'est un peu l'essence du premier livre où je dis aux gens tous les trucs, tous les exercices, tout ce que j'ai trouvé, appris, créé, qui m'a permis de vivre dans le bonheur, de faire le choix du bonheur. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai écrit le livre qui a connu un beau succès, Oui. c'est là que le téléphone a commencé à sonner. Je me suis dit, je vais devenir conférencier, mais quand le téléphone va sonner. Je me disais, ça va sûrement marcher, ça va sûrement m'arriver parce qu'on dirait que tous les auteurs de livres qui connaissent un certain succès se font demander d'être conférencier, mais je ne m'étais pas lancé tant que je n'avais pas eu le premier appel. OK. Mais j'avais fait des conférences un petit peu un peu plus tôt dans ma jeunesse, au sens où, par exemple, à un certain moment, j'étais porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde, qui est la branche internationale de l'hôpital Sainte-Justine pour enfants. OK. Et j'ai fait des voyages humanitaires au Sénégal, au Ah! Maroc, en Éthiopie. Donc, à un certain moment, il y a un organisme qui me disait: «Pourrais-tu venir nous faire une conférence sur ton implication humanitaire, sur tes voyages humanitaires?» Je dis: «OK, parfait». À un certain moment, l'école du show business me disait: «Étienne, tu es un entrepreneur, autoproducteur. Pourrais-tu venir nous faire une conférence sur comment tu as réussi dans le milieu?» Ah, OK. Je montais ça, puis j'allais la faire, mais j'aurais jamais eu la prétention de me dire conférencier. Je comprends. Mais quand j'ai écrit un livre, puis là, j'ai eu la première demande, quelqu'un m'a appelé: «Viendrais-tu nous faire une conférence, nous parler du livre?» J'ai dit: «Ben là, j'ai pas le choix». Et je te dirais, puis pour les gens qui nous regardent, qui aiment les conférenciers, je pense que ça m'a pris 10, 12, 15, sinon 20 conférences avant de ne plus me sentir imposteur. J'allais là, Tu là? Ah oui! oui, j'allais justement te demander, est-ce que tu as senti le syndrome de l'imposteur? Absolument, parce que, bon, j'ai commencé peut-être vers 45 ans, puis je me disais: «Mais moi, là, qu'est-ce que j'ai à apprendre aux gens? Pourquoi moi je vais aller voir?» Et ce syndrome-là, je l'ai eu avant ça. Puis je vais te le dire quand, c'est que j'étais porte-parole aussi pour les centres jeunesse du Québec pendant OK. 5 ou 6 ans. Et à un certain moment, bon, j'avais fait mes voyages humanitaires et les centres jeunesse du Québec m'ont demandé de venir faire une conférence devant
les éducateurs, les intervenants, les psychologues et les cadres. Ah, Hey, je suis un joueur de hockey là, qui a pas fait des grands diplômes là, puis qui est devenu chanteur. Moi, je vais me présenter devant des psychoéducateurs, des psychologues, des cadres, tu sais, des intervenants en psychologie, des éducateurs, puis je vais leur apprendre quelque chose. Déjà, ça, on remonte bien avant que je donne des conférences, là, tu sais. Je me disais, puis c'est là que j'ai compris que, puis on en parlait avant, juste avant de oui, commencer, je vais raconter mon histoire. oui. Mon histoire, il n'y a personne qui l'a vécu. Puis c'est pas que je me vois pas comme quelqu'un qui enseigne quoi que ce soit. Je vais partager mon vécu, mon histoire, mes expériences. Qu'est-ce qui, moi, m'a servi? Comment je vois ma philosophie de vie? Je ne l'impose pas à personne. Je la mets sur la table. Puis s'il y a quelque chose qui te plaît, tu le prends. Puis sinon, ben, on passe notre chemin. Puis ça, je l'ai compris là. Mais après ça, quand j'ai commencé mes conférences, ça m'est revenu un peu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, je suis conférencier, moi. Qui suis-je pour dire aux gens ci ou ça? Puis à un moment donné, je me suis fait confiance. Il y a eu un déclic où je me suis fait confiance. J'ai dit, non, c'est mon histoire, puis oui, j'ai quelque chose à dire. Puis à certains moments, il faut arrêter d'être imposteur. Oui. Ça vient peut-être avec un certain âge. Je n'aurais pas pu le faire, je pense, à 25 ans. Mais à 45 ans, après 16, 17 ans, 18 ans dans le milieu artistique, avec tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences au niveau humain, au niveau social, dans mon développement dans mon engagement humanitaire, dans le fait d'avoir été un joueur de hockey de haut niveau, dans la chanson, je me suis dit, oui, j'ai quelque chose à transmettre aux gens. Puis à partir de là, ben, je me suis fait confiance. Puis là, après, j'ai écrit un deuxième livre aussi. J'ai tout mis ça ensemble. Puis là, je parcours le Québec. Je fais une cinquantaine de conférences par année. Mais les gens, là, ont une connexion directe avec toi et une connexion avec les messages que tu partages. Fait que c'est pas que tu as lu un livre puis que tu t'es improvisé conférencier, c'est tu l'as bien partagé. C'est ton histoire, ton parcours, tout ce que tu as vécu, que tu transformes en message puis que tu atteins les gens avec cette connexion humaine qui est incroyable, là. Oui, puis je te dirais que le plus beau cadeau pour avoir fait de la scène, là, ça fait 21 ans puis Oui. 25 ans si on met les barres avant ça. Quand tu chantes, tu as une connexion avec les gens, tu peux toucher les gens. J'ai des chansons sur l'Alzheimer, sur le cancer, sur l'anorexie, sur le deuil. Et des fois, les gens vont pleurer dans les spectacles, puis ils vont me dire des beaux commentaires sur ces chansons-là, c'est certain. Mais en conférence, la connexion, le canal qui est Oui. ouvert est plus fort qu'en chanson. Plus fort, je reçois des commentaires après les conférences. Les gens viennent, juste ils viennent me serrer la main, ils se mettent à pleurer. Parce que j'ai parlé du deuil, parce que j'ai parlé d'une terrible maladie qui est entrée dans ma vie il y a quelques années, l'Alzheimer. Et là, tu en parles. Puis quand tu es en conférence, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aux conférenciers. Moi, je ne m'adresse jamais à une foule. Moi, je parle à chaque personne dans les yeux, une après l'autre. Ça, c'est un bon conseil pour les gens qui veulent être conférenciers. Ils disent, mon Dieu, il faut que je parle devant sa personne. Non, non. Si on se parle comme ça, là, quand tu es dans ton salon et tu parles à ton amoureux, si tu es en famille, tu parles à 3, 4 personnes, tu n'es pas gêné. Ben, déconstruis ton public devant toi. Tu ne parles pas à 500 personnes, tu ne parles pas à une foule. Tu parles à chaque être humain et tu regardes chaque personne dans les yeux quand tu fais ta conférence. Je ne regarde jamais une foule. Je ne regarde jamais au-dessus d'une foule. Quand je parle en conférence, pour 15 secondes, je te parle à toi. Puis là, je t'explique qu'est-ce que je fais. Puis je me promène, puis là, je regarde l'autre personne. Puis pendant une conférence, j'essaie de regarder chaque personne. Je vais avoir eu un contact visuel. S'il y a 150, 150, c'est sûr, dans les salles de 600, 700, ça devient plus dur, là. Et c'est pour ça que j'aime aussi avoir les lumières assez ouvertes quand je donne une conférence. J'aime pas ça être dans la pénombre, mais je vais regarder chaque personne, une après l'autre au moins. Puis je sens les gens. Je les regarde. Puis si je vois quelqu'un bâiller, si je vois quelqu'un regarder sa montre, si je vois quelqu'un qui n'a pas réagi, je vais m'en aller sur cette personne-là. Ah! Je vais la cibler, je vais le sentir. Puis des fois, ça me shake. Écoute, je parle beaucoup, hein. Tu Non, non, m'interromps à un j'aime moment ça, donné, là, c'est vraiment c'est intéressant, là. ben, c'est des conseils pour les gens qui Oui, aiment oui, les oui, c'est très conférenciers. bien. Et il faut faire attention aussi des fois parce qu'il m'est arrivé, tu sais, moi j'ai un public, ça change, mais qui était beaucoup plus féminin, tu sais. Et puis, quand je vois des messieurs, des fois, qui ont l'air rough ou des hommes qui viennent, un gars qui a l'air construction, d'un gars de construction un peu, puis tout ça, j'ai souvent le réflexe de me dire, bon, lui, là, il s'en fout dessus. Il est venu parce que je fais des conférences, spectacles, je chante aussi dans mes Oui. conférences. J'ai dit, es-tu venu parce que sa femme l'a obligé de venir? Ça il tente dessus d'être là. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de réactions. Et des fois, j'ai laissé ça m'atteindre. Je me dis, tu sais, j'essaie d'aller le chercher, puis tout ça. Et à la fin, souvent, ça m'est arrivé que ce gars-là, qui avait l'air rough, qui était stoïque, pas une réaction, puis que je me suis laissé déconcentrer. Il était dans la première rangée, le gars bâti. Je me disais, il trippe pas, il faut Il que j'aille le m'écoute chercher. Et à la pas. fin de la soirée, il venait me voir, mon homme. Merci. Il dit, ça m'a rentré dedans, c'est ce que tu as dit aujourd'hui. Puis il me serre dans ses bras, puis il dit, ça a remué des affaires, mais ça fait du bien. Tout le monde devrait voir ta conférence. Et c'était la personne que je m'étais dit, mon Dieu, lui, il s'en fout, puis il ne réagit pas. Tu sais. Donc, il faut laisser les gens le vivre comme ils veulent. Mais je pense que c'est ça, tu sais,
la connexion que tu as avec les gens comme conférencier, c'est un privilège. Tu le sais, tu n'en fais, c'est autre chose que la musique. Tu parles aux gens, pour moi, c'est un privilège, puis je pense que je vais faire. Je remercie la vie, tu sais, la pandémie, tu sais, qui a été un moment difficile pour tout le monde, m'a permis d'écrire un livre, de réaliser un rêve et de devenir conférencier. On peut toujours trouver de la lumière dans l'obscurité. On peut toujours trouver quelque chose de positif, même dans les moments où j'avais perdu une tournée de 50 spectacles. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est ressorti de ça, qui m'a fait grandir comme être humain, comme artiste. Donc, oui, effectivement, la connexion avec l'être humain en tant que conférencier est exceptionnelle. La vie t'a obligé de t'arrêter, mais tu t'es pas arrêté. Tu as trouvé une autre façon de Ouais. fonctionner. Moi, pour avoir assisté à tes conférences, je t'ai vu nous faire passer par toutes les gammes Mhm. d'émotions. On rentre dans ta conférence, puis autant tu viens nous faire vivre des moments émouvants. Après, tu nous fais rire. Après, tu nous fais faire des standing ovations. Puis avec ta guitare, ben, c'est sûr que quand on ajoute la musique à ça, c'est la recette pour qu'on réussisse vraiment à connecter avec toi, mais à sentir la puissance des messages que tu partages. Ben, je suis super heureux et fier jusqu'à un certain point de t'entendre dire ça parce que pour moi, c'est ça le plus important dans une conférence, c'est d'aller chercher les gens dans toutes les émotions. Il faut que tu les fasses Oui. rire, tu les fasses sourire. Il faut que tu les fasses rire aux éclats si tu es capable. Il faut que tu les fasses pleurer. C'est une montagne russe, hein. Il faut que tu rentres avec un punch. Quand tu rentres, tu ne peux pas rentrer banal. Tu ne peux pas rentrer tranquillement. Bonjour tout le monde. Je Tu sais, m'appelle, je je m'appelle. Il fais. faut qu'il y ait un punch. Ça, c'est un classique. C'est quand tu rentres, il faut que tu rentres fort. Puis ça me vient probablement de la chanson, de toutes les mises en scène de spectacles que j'ai eues. J'ai déjà travaillé avec Denis Bouchard, qui est un grand metteur en scène. Oui. Tu sais, j'ai travaillé avec Mouffe aussi, qui était la conjointe de Robert Charlevoix, qui avait mis en scène un de mes premiers spectacles. Fait que j'ai appris beaucoup des grands metteurs en scène en chanson. Quand tu rentres, la première, deuxième chanson, il faut qu'il y ait un impact. Donc, d'avoir un impact quand tu rentres. Et ensuite, il y a toujours des courbes. Fait que là, tu donnes un impact, moi, dans ma conférence, entre autres, je rentre et là, je connecte et je vais beaucoup dans l'humour, dans la connexion. Je les fais réagir pour que les gens fassent OK, là, on a du fun, on rit et tout ça. Puis là, je fais une montée avant de tomber dans le bout très difficile où là, je parle que ma conjointe, je parle de la maladie de ma conjointe pendant quelques années. Ensuite, je fais ma chanson que je lui ai écrite alors qu'elle était à l'hôpital, Veux-tu faire ta vie, qui s'intitule Veux-tu faire ta vie avec moi. Ensuite, je continue dans l'Alzheimer, comment ça a été difficile pour nous, comment on en a sorti de cette personne-là qu'on a perdue. Et là, tu entends une mouche voler. Oui. Et tu peux te rendre compte de l'attention de ton public en écoutant. Parce Oui. qu'il y a des moments où il y a un silence qui est tellement palpable et lourd, et là, tu sais que là, les gens, tu les as comme ça, tu les tiens. Puis quand je tombe dans mes bouts, ma conjointe qui était malade, et quand je tombe dans les bouts sur l'Alzheimer, je te le dis, je le sens, la tension, là, les gens sont sur le bout de leur sein. Sinon, tu entends toujours un petit bruit, tu entends tousser, et dans ces moments-là, là, tu as les gens. Et là, tu passes tes vrais messages, mais tu ne peux pas non plus rester là-dedans trop longtemps. Parce que si tu restes là-dedans trop longtemps, à un moment donné, ça devient lourd. Et là, je reviens avec un punch. Oui. À un moment donné, c'est comme là, on est triste, puis là, les gens, je fais ma chanson sur l'Alzheimer et tout le monde s'essuie les yeux, puis je fais j'en tire des belles leçons, puis j'en parle. Et à un moment donné, c'est comme là, out of nowhere, je dis, mais là, moi, là, je suis une des personnes les plus heureuses au monde. Et je fais par exprès pour le dire fort. Et là, des fois, il y a des gens qui font des sauts. Tu sais, c'est d'amener les gens dans tous les univers, les faire bouger, les faire réagir. Après ça, on les fait lever, on les fait participer. Donc, pour moi, ça a toujours été ça, d'amener les gens dans tous les univers, les faire rire comme dans un show d'humour, les toucher, les faire pleurer, et qu'à la fin, ils ressortent et qu'ils ont vécu une montagne russe d'émotions. C'est une gamme d'émotions quand on vient à tes conférences. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Est-ce que tu as trouvé qu'il y a eu une ou deux fois où c'était un public un peu plus challengeant? Parce que nous, quand on regarde les conférenciers faire leurs posts sur Instagram, là, ils nous postent les photos des fois où ça a été incroyablement bien, mais j'aime ça montrer aussi l'envers des médailles. Tu sais, une fois où ça aurait moins bien été, est-ce que tu as un... C'est certain qu'il y a des publics beaucoup plus difficiles que d'autres. Est-ce que tu te rappelles d'un épisode où tu dis... Dans des corporatifs, dans des corpos, c'est pas des gens qui ont acheté un billet pour venir te voir, ou même dans certains grands événements, parfois où il y a plusieurs conférenciers, les gens viennent un peu comme ça, te voir. Tu sais, c'est pas toujours évident parce que c'est pas ton public. Quand c'est ton public, qui ont acheté les billets, ils viennent te voir. Toi, ils Oui. t'aiment, sont vendus d'avance. Fait que oui, il y a des moments où c'est probablement un petit peu plus difficile, mais là, à ce moment-là, je dirais que mon expérience comme chanteur m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai commencé dans les bars, je chantais dans des petites boîtes à chansons sur la Grande Allée où le public était 18-24.
ça brosse, le monde buvait. C'était le party où là, il fallait que je fasse juste lever le monde puis les embarquer. Après, je chantais dans des petits restaurants dans le Vieux-Québec où à tout bout de champ, il y a une madame qui venait me voir et me disait: «Tu peux-tu baisser le son un petit peu? C'est un petit peu fort, on essaye de souper.» Puis là, je disais: «OK.» Puis là, je jouais du Aznavour puis des belles chansons. Puis là, il fallait que je parle aux gens d'une autre manière. Fait que j'ai appris, je crois, à gérer tous les styles de public, mais le conseil ou ce qui me revient en tête, c'est d'avoir confiance. C'est de jamais douter. Il ne peut pas avoir de doute. Moi, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, dans tous les projets qui me tiennent à cœur, si tu laisses une fissure au doute rentrer, c'est fini. Il faut que tu aies confiance en toi. Puis ça m'a un petit peu desservi à mes débuts parce que quand je suis arrivé à Star Academy en 2004, j'ai été un joueur de hockey. J'étais un gars extrêmement confiant. Mais OK. pour moi, il y a deux mondes entre la confiance et la prétention. Oui. Tu peux avoir confiance en tes moyens. Moi, quand je rentre sur une scène, je suis le meilleur. Mets-moi n'importe qui, donne-moi une guitare, donne-moi un piano, je rentre sur scène, je suis le meilleur, je vais vous faire vivre toutes les émotions. Mais je ne suis pas prétentieux pour Ouais. autant. Je ne sais pas si tu vois Oui, je vois le- tellement la distinction, là. c'est que tu dois penser que tu es le meilleur. Quand je joue au hockey, j'étais le meilleur. Quand je fais une conférence, je me dis que je suis le meilleur conférencier. Quand je rentre sur scène, je suis le meilleur chanteur. Puis tu n'as pas le droit d'avoir un doute parce que si tu doutes, les gens vont le percevoir. Si tu rentres dans un endroit où c'est un public plus difficile qui te connaît moins et les gens sentent que tu marches sur des œufs, tu es moins sûr parce que les gens réagissent Ils vont le moins, percevoir. ils vont le sentir. Donc, tu dois avoir la même confiance et encore plus. Donc, mais tu sais, ça, c'est des années. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Tu sais, il y a des choses qui s'apprennent. C'est l'expérience qui entre en jeu, là. Absolument. Et de là, l'importance des salons comme tu fais, de donner les chances à des gens comme conférenciers. Puis il faut aussi apprendre qu'avant d'être, il faut être l'ignorant avant d'être le sage. Il Oui. faut accepter ça. Il faut accepter qu'on n'est pas bon au début. Tu n'as pas le Je choix. le Tu dis aussi. ne peux pas commencer dans quelque chose puis être bon dès le début. Moi, je parle l'espagnol. J'ai appris l'espagnol. Je le parle couramment. Quand j'ai commencé, j'étais pourri. Quand j'ai commencé comme chanteur, ma mère, après ma carrière de hockeyeur, j'avais 23-24 ans, je chantais dans les bars. Je chantais au voûte Napoléon où c'était des gens de 18-25 ans, ça brosse. Mon père, ma mère, qui était dans la soixantaine, de s'asseoir avec un 7-Up dans la première petite table en avant. Puis il venait m'écouter à travers la masse de jeunes. Puis même ma mère, quand j'y ai présenté mon premier album, puis il y avait une chanson que j'avais coécrite avec Linda Lemay que ma mère aimait beaucoup, sur un homme qui Wow. réalise ses rêves. J'ai donné l'album à ma mère. Puis quand elle l'a écouté la première fois, elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit: «Étienne, c'est tellement beau tes chansons que tu as écrites, puis ta belle chanson avec Linda Lemay.» Puis elle dit: «Moi, je me rappelle, j'allais te voir dans les bars à l'époque, là.» Elle dit: «Je m'assoyais là, puis elle dit: "C'est pas que t'étais pas bon, mais"» elle dit: «Tu chantais, puis tu Avec jouais.» Elle dit: «Tu jouais vite, 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 puis tu chantais toutes tes tunes trop vite.» Puis je te dis: «Étienne, parce que dans les bars, tu es excité, puis Ben oui. là, tu sais, vladi, 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 là, tu veux chanter trop vite.» On chantait des covers à l'époque. Puis même ma mère m'a dit, tu sais, m'a dit presque, pas t'étais pas bon, mais tu sais, j'aurais jamais pensé qu'un jour tu ferais un aussi bel album. Fait que je pense qu'il faut accepter qu'on est tous débutant quelque part. Puis quand on va commencer comme conférencier, c'est sûr que ça va être difficile, mais l'expérience, ça s'acquiert sur une scène, ça s'acquiert avec les années. Puis il faut avoir la foi. Je sais que tu as la foi. Oui. Avoir la foi, ben, c'est de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire qu'on est capable. Et je le répéterai jamais assez, de laissez pas rentrer le doute. Parce que les gens vont douter, parce que même la famille va douter. Là, je parle en bien de ma mère, m'a lancé un autre, parce que ma mère écoute toutes les entrevues que je fais. Puis On je la l'ai salue, déjà dit, puis je bonjour. vais leur dire encore. Quand j'ai appris, je te disais que j'ai appris l'espagnol. Oui. Après 5 ou 6 albums, j'avais fait 10 ans de tournée, puis j'avais besoin d'un challenge. Oui. J'ai décidé de. Je suis parti en République dominicaine, j'étais allé vivre Immersion là-bas. totale. Immersion C'est totale. l'idéal. Et ma propre mère ne comprenait pas ce que je faisais. Je venais de faire un 5e album, j'avais eu 2 numéros 1 à la radio, j'avais coécrit cet album-là avec Marc Dupré dans les grosses années de Marc. 2 tunes qui avaient bien marché, je faisais des tournées. Et du jour au lendemain, je dis, moi, je vais faire un album en espagnol. Pendant 2 ans, je me suis un peu effacé. J'ai pris 4 heures de cours d'espagnol par semaine. J'ai pris 4 à 5 heures de cours de danse par semaine. Moi, j'étais un joueur de hockey de 6 pieds 2, 200 livres. Je n'étais pas capable de bouger. Pas capable de mettre un pied à côté de l'autre. Puis je me suis mis à prendre des cours de danse. Et ma propre mère ne comprenait pas ce que je faisais. Puis elle m'appelait et elle me disait: «Tiens, qu'est-ce que tu fais?» Elle dit: mais tu mets tellement de temps là-dedans que ça va te donner. Tu vas Avec aller où? amour et bienveillance, Ben maman. oui, tu sais, mais ma mère, elle veut toujours le meilleur pour moi, Oui, mais à tout ce le temps. moment-là, elle se demandait, puis je disais: «Maman, je sais, inquiète-toi pas, je sais», parce que je voulais faire des shows latins que j'ai ramenés au Québec. Puis après ça, ben, le show que j'ai fait, le show latino, on l'a fait partout dans les festivals, partout à travers le Québec. Puis ça a été mes plus gros shows devant des publics extérieurs dans les festivals. Puis le show latin m'a amené à faire des shows en Argentine, à Cuba, en République dominicaine, au Mexique. Ça t'a euh, ouvert des portes à à l'international, à là? l'international, puis à une culture différente, puis à une confiance différente aussi, au sens où moi, j'étais pas capable de bouger, j'étais pas capable de danser, j'étais pogné dans mon corps de joueur de hockey.
Fait que, tu sais, quand je voyais les Dominicains, se lever pendant un party, en République, puis prendre une fille, faire ça comme ça, puis dire: «Viens danser», puis il la faisait danser, j'étais jaloux. Moi, me dire dans la vie, je suis pas cap moi, je regardais, puis là, les filles venaient me voir pour danser parce que j'étais dans un party, puis j'étais: «Ah, non, 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 excuse, Je sais pas je danser. sais ça me tuait. Là, j'ai dit: «Non, non, 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 c'est pas vrai. Moi, je suis pas capable dans la vie, là, je vais apprendre à danser comme les Dominicains, comme les Cubains, je vais pratiquer, puis je vais parler espagnol parfaitement, puis je vais danser comme ces gars-là, puis je vais travailler jusqu'à temps que je l'atteigne, puis après, je l'ai fait». Ce que j'entends là, à travers ton entrevue depuis le début, là, c'est que tu as une extrême capacité à t'adapter, là, adaptabilité, fois 1000. Adaptabilité, probablement et aussi, cette envie-là de toucher à tout. Une chose aussi qu'on m'a peut-être reproché à un certain moment: «Étienne, là, tu t'éparpilles, tu fais tellement d'affaires, les gens vont être mélangés». Et moi, il y a tellement d'affaires que j'aime que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'aime. Et j'ai pour mon dire que quand tout ce que tu fais dans la vie, chaque formation, chaque chose que tu vas apprendre fait de toi un amalgame qui te différencie. Puis à un certain moment, toutes ces qualités-là, toutes ces expériences-là, tout ce que tu es fait en sorte que tu es quelqu'un de complètement unique, que personne ne peut avoir le vécu que tu as. Puis même si des fois on ne se rend pas compte à quoi ça va servir ou qu'est-ce que ça va donner, au final, ça fait de toi une personne qui grandit. Comme moi, là, après avoir fait 3 ou 4 ans comme conférencier, mon Dieu, j'ai appris de ça comme être humain, comme artiste. Maintenant, ça me sert dans mes spectacles uniquement de musique pour m'adresser aux gens d'une certaine manière. Donc oui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va apprendre va nous servir ultimement dans notre vie puis dans plein de sphères de notre vie. Au final, là, moi, je dis tout fait le sens du monde, là. Tu sais, ça fait tout le sens du monde. Les gens veulent nous apposer des étiquettes. Moi aussi, j'ai eu ce phénomène-là que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Fait que toi, j'imagine, joueur de hockey, chanteur, conférencier, on t'a demandé de rester dans des cases, puis tu as démontré que, hey, je peux être moi dans toutes ces cases-là. Absolument. Puis j'encourage, moi, les gens, surtout, je dirais, les gens, peut-être à l'adolescence, au début vingtaine, d'explorer, de faire tout plein de choses parce que nos buts, nos rêves, nos objectifs à 18 ans ne sont pas les mêmes qu'à 22 ou à 24 ou même à 30. Tu sais. Puis de se donner cette liberté-là, si on le peut, d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai des chums, moi, qui ont resté dans quelque chose. Puis le pire, c'est de rester dans quelque chose que tu Ouais. n'aimes pas par peur. La peur, ça tue. Oui. Tu sais, je le dirai jamais assez, tes rêves doivent te faire peur. Puis il faut que tu sortes de ce que tu es des fois pour aller ailleurs. Puis oui, c'est difficile. Puis oui, ça doit être difficile parce qu'on est fier de quelque chose quand c'est difficile. Quand il nous arrive quelque chose tombé du ciel, quand on te demande de quoi tu es le plus fier dans la vie, souvent c'est quelque chose qui est associé à j'ai travaillé fort, Ouais, quelque chose que j'ai surmonté, que que j'ai j'ai surmonté, dépassé. une épreuve ou un rêve ou un objectif, quelque chose qu'on a bûché. Donc, pour donner un sens à sa vie, je pense que puis ça, je l'ai appris. Puis mon deuxième livre portait là-dessus. Mon deuxième livre que j'ai appelé Vivre, aimer, souffrir et recommencer. Petit guide parfait pour une vie imparfaite, dans lequel je me suis beaucoup intéressé à la souffrance. Le premier livre, Faire le choix du bonheur, Oui. trucs et conseils pratiques pour être heureux. Le deuxième, c'était sur les épreuves, sur la souffrance, sur comment donner du sens à sa vie à travers tout ça. Et j'ai trouvé que j'ai découvert que la souffrance, c'était pas que la souffrance donne un sens à ta vie, ça serait insensé, mais c'est à toi à trouver le sens de ta vie à travers ta souffrance. La souffrance, les épreuves vont te permettre de te poser des questions. Tu sais, arrête de poser des questions à la vie, c'est la vie qui te pose les questions. Le test, c'est la vie. Quand tu vas faire un examen à l'école, on ne te donne pas toutes les Non. réponses. C'est toi qui les trouves, les réponses. Fait que moi, à chaque fois que j'ai une épreuve, j'ai un moment difficile, c'est la vie qui me pose des questions et je vais tenter de trouver un sens à ma vie à travers tout ça et de répondre moi-même à ça. C'est un peu le résumé de ce dont je parle dans mon deuxième livre. Donc, j'ai découvert que c'est intéressant parce que le premier livre est sur le bonheur, puis le deuxième est sur les épreuves et la souffrance, comment surmonter tout ça. Puis en conférence, ben, c'est ce que je fais. Je prends l'amalgame de mes deux livres, de mes expériences de vie, et c'est ça que je partage aux gens. J'aime beaucoup ça, là, ça me fait penser à ma grand-mère qui disait qu'il y a rien qui vient pour nous nuire. À chaque Ah, fois qu'il vient quelque chose, c'est pour qu'on puisse grandir puis surmonter ça. Toi, tu fais des conférences. Est-ce que toi, tu écoutes des conférences? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? absolument. Hem, Celui qui m'a le plus inspiré, puis je fais attention, là, je mets bien des gants blancs quand je le dis parce qu'il est très controversé. Donc, je ne suis pas d'accord avec nécessairement tous ses propos et tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais si on prend uniquement au niveau psychologique, au niveau théologique, au niveau, philosophique, là, OK. c'est un psychologue, qui a été professeur à l'Université de Toronto et de Harvard, Dr. Jordan Peterson. Je ne sais pas OK. si tu es Oui, familier oui, je avec sais son c'est qui, travail, je sais c'est qui. qui est absolument extraordinaire en conférence. C'est probablement celui que j'ai le plus écouté en Oui. anglais. Au niveau, j'ai suivi tous ses cours au niveau de psychologie depuis 90.
toutes les heures de cours qu'il a fait à l'Université d'Harvard de Toronto, il les a mis en ligne. Donc, moi, je dis souvent à la blague, un petit peu, là, je dis pas ça prétentieusement, mais que j'ai comme fait mon propre bac en psychologie parce que j'ai écouté tout son corpus universitaire. Je dois avoir écouté des milliers d'heures. Là, par la suite, il est devenu une personnalité, il a pris des positions Oui, politiques un peu voilà. douteuses, mais au niveau de ses conférences, c'est quelqu'un que j'ai énormément, énormément écouté. Tu l'écoutais où? En voiture pendant que tu Partout. voyageais de Partout, partout, partout. Le deuxième que j'ai le plus écouté, c'est probablement Carl Jung, Ah le oui. grand un autre psychiatre, et tous les concepts, au niveau des archétypes, au niveau d'accepter ses parts d'âme, au niveau de l'individuation quand tu arrives à 40 ans, au niveau de laisser tomber le persona qui est le visage, que le masque que tu te donnes, persona en latin qui voulait dire masque. Oui. De laisser tomber le masque que tu te crées pour faire plaisir à ta famille, aux autres, à la société. À partir de 40 ans, il dit que c'est là que ta vraie vie commence, que c'est là que tu veux servir les autres, que tu veux donner du sens à ta vie. Tu as accompli plein de choses et là, tu ne veux plus t'accomplir dans les yeux des autres, mais tu veux t'accomplir par rapport à toi-même. Et c'est ce que je vis moi aussi présentement, d'avoir envie de faire quelque chose qui a du sens. Ça m'habitait très jeune, mais ça m'habite encore plus. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me définir par rapport au nombre de numéro un que je vais Ah, faire, le voilà. fait que je vais faire la plus grosse scène au Festival d'été de Québec. Non, je veux, est-ce que ce que je fais a un sens et donne et apporte du positif dans la vie des gens? Tu sais, je pense que de prendre sur ses épaules la responsabilité, d'être là pour les autres. Moi, j'ai défini à un certain moment ma mission de vie en disant, par la parole bienveillante, Oui. faire une différence positive dans la vie des gens. Ma phrase préférée quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, mon poète préféré, c'était Apollinaire, Guillaume Apollinaire, qui avait écrit une phrase qui disait Parce que fondés en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. Et ça m'a toujours habité. J'écrivais Mon cette Dieu, à phrase-là partout. 14 À ans? 14 ans, 15 Répète-la ans. doucement là, parce qu'elle est puissante, là. Ouais. Et lui avait mis au début Parce que fondé en poésie. Moi, des fois, je la laisse tomber pour ne pas mélanger les gens avec la poésie. Nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. Et ça renvoie au concept du logos de la Grèce antique, des stoïques. Le logos, le verbe qui a été repris après ça dans les Saintes Écritures. Tu sais, au début, il était le verbe, que tout se fait à partir de la parole. Ah oui, la parole crée, c'est aussi, très spirituel, là, la Ben, c'est parole très, crée. très spirituel, puis on le retrouve aussi dans les accords, les 4 accords toltèques où ta parole doit être précise. On le retrouve aussi dans le bouddhisme. La parole, la précision, le pouvoir des mots, le mot juste. On peut guérir, on peut blesser Oui. avec des paroles et la parole est créatrice. Donc moi, toute ma vie à travers, ma musique, à travers mes chansons, à travers mes livres, à travers ma conférence, j'essaie de faire le bien. J'essaie de toucher les gens avec ce don-là, je pense qu'il m'a été donné d'écrire, que ce soit de la musique, des livres ou de le partager. Donc, pour moi, la parole a été un cadeau, puis a été l'essence. Toute ma vie est centrée autour de ça. Ben, écoute, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour toi, là, puis là, de savoir que c'est ça la matrice qui tient tout ça en place, là, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment touchant qu'on est allé là. Je reviens un peu au storytelling. J'aimerais ça savoir une histoire que tu as entendue, ça peut être d'un proche ou qui t'a impacté toi, puis que ça t'a traversé que ça l'a traversé avec toi toute ta vie. Cette Mmh. histoire-là, elle t'a suivi. Une histoire. Écoute, il y a une histoire que je peux te raconter qui a impacté ma vie. J'avais 20 ans. J'étais au Canada. J'avais pas été signé par les Canadiens de Montréal après 2 ans parce que j'avais eu de grosses blessures et j'ai réussi à avoir un essai au camp d'entraînement des sénateurs d'Ottawa. OK. Et là, j'ai pas fait l'équipe et là, j'ai été retranché dans les ligues mineures. On m'a envoyé jouer dans la Ligue internationale à Détroit pour les Vipers, qui était l'équipe école des sénateurs d'Ottawa. Et il y a un gars qui est là, qui est défenseur, qui a joué pour les Nordiques de Québec, qui s'appelle Craig Volanen, OK. qui est marié avec une fille de Charlebourg parce qu'il a joué comme 10-15 ans, puis il est allé finir sa carrière dans les mineurs. OK. Et moi, je suis là, puis ça va bien, puis je compte des buts, puis je réussis, puis tout d'un coup, dans le club école des sénateurs, il y a des joueurs qui descendent de la Ligue nationale à un certain moment. Et donc, on me dit, Étienne, ça va bien, tu joues bien, tout ça, mais malheureusement, il faut te rétrograder dans une ligue plus basse. Et moi, Oh je non. braille ma vie, j'ai 20 ans. Je m'en vais dans une ligue, pas juste en dessous de la Ligue nationale, une autre en dessous. Tu sais, des ligues un peu broche à foin aux États-Unis, tout Oh croche, wow. ça joue tough. Et Craig Wallanen, il me voit, tu sais, il m'avait invité à habiter chez eux, un peu comme si Nick Crosby avait habité Ah! chez Mario Lemieux, mais moi, c'était dans les ligues mineures chez Craig Wallanen. J'avais habité chez lui parce que sa femme était de Charlebourg, ses enfants parlaient français, donc OK. il trouvait ça le fun, la connexion. Et puis, il voyait que j'avais de la peine. Puis quand il a su que j'étais retranché, il m'est arrivé, puis j'avais 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Puis il me dit, Tiens, lis ceci. Il dit, T'aimes-tu lire? J'adore lire. Il m'a donné un livre qui s'appelle Don't Sweat the Small Stuff. Oui. En français, Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Oui.
du docteur Richard Carlson, qui est un psychologue, docteur psychologue. Et c'est 100 trucs de la vie quotidienne pour voir la vie du bon côté. Et ce livre-là, il y a eu un avant, puis il y a eu un après dans ma vie. Ça a changé ma vie. Ça a été mon premier livre de psychologie, développement personnel, et je suis tombé dans la potion magique. Ce livre-là a changé ma vie. Ça a été 100 trucs de psychologie résumés. Quand j'ai écrit Faire le choix du bonheur, c'était ça mon guide, c'était ça mon modèle. Donc, cette histoire-là a changé littéralement ma vie. Là. Du jour au lendemain, il y a eu cet impact-là, ce livre-là a eu un impact absolument incroyable C'est le fun dans de ma vie. voir qu'il est arrivé tellement tôt dans ta vie. Tu sais, moi, je suis tombée dans le développement personnel, mais je te dirais tard, là. Toi, on Ouais. entend qu'à 20 ans, là. À 20 ans, ouais, ça a vraiment marqué mon parcours et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer ma propre philosophie de vie que j'ai mise dans un livre au début de la quarantaine. Il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui écoutent le showcase des conférenciers. Si on engage Étienne, qu'est-ce qu'on retrouve de toi dans les conférences, dans les entreprises? Bien, souvent, le titre de ma conférence, Faire le choix du bonheur, peut faire peur aux entreprises. Ça se dit, bon, ils vont venir parler du bonheur. Non, non, on veut quelque chose. Souvent, tu sais, les gens qui bookent mes conférences, c'est tiens, tu devrais axer ton titre sur le leadership, sur le travail d'équipe, parce que c'est ça qui vend en Ouais. entreprise. Tu as besoin de gens heureux. Oui, Tu as besoin de gens passionnés. Tu as besoin de gens qui si rêvent. Tu les as gens qui besoin. travaillent sont pas heureux, l'entreprise va Et pas bien. il faut avoir trouvé son propre bonheur à l'intérieur de soi pour pouvoir le partager, le faire rejaillir sur les gens qui nous entourent. Il faut avoir des buts, des rêves, des objectifs. Il faut être heureux. Et c'est ça que moi, j'essaie de partager. J'essaie de montrer aussi comment passer à travers les épreuves, à travers donner un sens à sa vie. Et tout ça fait en sorte que quand les gens sortent de cette conférence-là, ils sont empreint d'un espèce de bonheur, d'une pensée positive, d'une nouvelle façon de vivre et de voir la vie, de faire du bonheur, de faire de la gratitude, de faire de la pensée positive l'essence, la quintessence de leur vie. Ça a l'air niaiseux, mais les gens sortent de là et ils me disent, Étienne, tu sais, je sors d'ici aujourd'hui, là, transformé, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a donné, on n'en entend pas. On vit dans une société où on est entouré de négatifs. On est à l'ère des réseaux sociaux où on est bombardé de clips, de choses négatives. Et pour que les gens cliquent, le cerveau est conditionné de cette Oui. manière-là. Il faut que ce soit négatif. Il faut que ce soit quelque chose qui nous accroche. Et le négatif, on est programmé comme ça depuis 300 000 ans. On est plus réactif aux dangers, aux choses négatives qu'aux positives. Sinon, les bulletins de nouvelles seraient que des bulletins de nouvelles de De positifs. bonnes nouvelles, hein? Sinon, les choses sur lesquelles on cliquerait, ce n'est pas un écrasement d'avion ou une tuerie, ça serait des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, on s'en fout, mais on en a besoin. Donc, moi, c'est ça le but de ce que je fais. Et quand je quitte un endroit, une entreprise, il y a une énergie, il y a quelque chose, puis les gens disent toujours, les gens me disent, tout le monde devrait voir ça. On n'a pas assez de positif dans notre vie. Puis je continue à me battre bec et ongle pour partager ce bonheur-là et ne pas aller ailleurs ou de faire à croire que je vais parler juste de team building ou de leadership. Ben, moi, je renchéris là-dessus. C'est appeler Étienne parce que les gens, les employés vont être heureux, puis ça va faire une différence, un impact sur la façon dont ils font leur travail. Il y a des aspirants conférenciers qui écoutent le showcase des conférenciers. À eux, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? Toi qui as tellement de facilité, d'agilité. La première chose qui me vient en tête comme ça, c'est attendez pas d'être bon pour commencer. Commencez hier. Allez-y. Fail fast. En Oui, anglais, là. ouais, c'est bon ça. C'est comme fais-le tout de suite. Tu vas te sentir imposteur, tu ne seras pas prêt. On n'est jamais prêt. Peu importe ce qu'on fait, on n'est jamais prêt, puis on apprend. Tu sais, il y a une phrase en anglais qu'on dit fake it until you make Oui, it. Mais il n'y a pas d'autre façon de faire quelque chose que de l'incarner, que de le faire, que de le vivre, que d'y croire, de foncer, d'y aller. Moi, quand j'ai voulu être chanteur, par exemple, j'ai chanté partout. Chaque fois que j'avais une opportunité, mon chum faisait il y avait un party de famille, il montait une petite scène, il disait: «Tiens, veux-tu chanter? Écoute, je peux pas te donner d'argent, m'a te donner 50 piastres.» J'y allais. J'allais voir des bars, des boîtes à chansons, des restaurants où il n'y avait même pas de chanteur. Je disais: «Je vais emmener mon kit de son, je vais jouer, donnez-moi n'importe quoi.» J'ai fait mes premiers spectacles gratuits. Je disais: «Regarde, essayez-moi. Puis si je suis bon, puis vous vendez plus, puis j'attire du temps, vous me payerez après.» Ah, Et je pense que c'est la même chose en conférence. oui. Il faut trouver des endroits pour s'exprimer. Tu veux parler en public? Parle en public, exprime-toi, fais tes idées, écris. Placer sa pensée sur papier, je pense que pour un conférencier, c'est important de s'asseoir, d'écrire. Peut-être, pour me rendre ça plus concret, écrivez en partant ce que vous avez envie de partager et d'apprendre et je dirais aussi d'en savoir 15 fois plus que ce dont on va parler. Oui. Ça, c'est intéressant de ne pas être limité à ce dont on va parler, d'avoir une capacité. Moi, je lis 1 heure à tous les matins
en psychologie, en politique, en économie, en philosophie. C'est vraiment d'aller maîtriser son sujet puis de ne pas compter ses heures et de ne pas le faire pour l'argent. De ne pas commencer en disant: «Ah, je vais faire ça, mais faire fais-le parce que tu aimes ça. Fais-le comme si. Fais-le parce que même si tu n'étais pas payé, tu le ferais. Oui. Tu sais, Ben ça, là, même c'est. si tu étais millionnaire, tu le ferais quand même, tu Oui. sais. Moi, demain matin, je gagne le gros lot, je gagne 50 millions. On Là. n'arrête pas de lire, on n'arrête J'arrête pas pas de lire de... 1 heure le matin, j'arrête pas de chanter, j'arrête pas de pratiquer chez moi 1 heure par jour mon piano, ma guitare, puis j'arrêterai pas de faire des conférences. Je trouve ça fascinant. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des aspirants conférenciers. Puis là, tu as tellement de sagesse, mais qu'est-ce qu'on dirait à Étienne quand il avait 20 ans? Mettons que tu as la vie que tu as maintenant, mais que tu as la chance de t'adresser la parole à quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu te dis? Hmm. Je me revois en train de pleurer quand j'ai été coupé du club école des sénateurs d'Ottawa, puis de penser que ma vie était finie ou quand j'ai eu des grosses blessures à 19 ans, puis j'ai perdu, juste l'année d'avant, j'ai perdu 1 année de hockey, puis ma vie était finie parce que là, j'avais une blessure, je m'étais déchiré l'aine. Reconstruction complète de l'aine avec des plaques de plastique et Wow. tout ça. Et j'allais être presque 1 an sans jouer. Après ça, j'ai eu un essai avec les sénateurs, mais ma vie était terminée. C'était le plus gros échec de ma vie. Puis je pensais qu'il n'y avait rien d'autre. Parce que j'avais tellement rêvé d'être un joueur de hockey, c'était tout ce que je voyais. Et à cette époque-là, j'en ai pleuré des nuits et des nuits à me demander pourquoi la vie me fait ça. Tu sais, poser des questions à la vie, là, me Ouais, l'univers. victimiser à l'univers, pourquoi ça m'arrive. Puis je voyais mes chums faire des millions. Moi, je restais dans un 1,5 à Québec. Après ça, j'ai tout abandonné. J'étais allé faire de la musique. Puis là, je pleure, tu sais, avant de m'en aller là-dedans. Puis je lui dirais à ce jeune-là, tout ce qui va t'arriver. Puis quand je dis tout, je regarde la caméra, tout. Je dirais pas tout, mais je dis tout. Ce qui va t'arriver dans la vie arrive, je ne veux pas dire le cliché, tout arrive pour une raison, là, ça va être bénéfique. Moi, toutes les épreuves, tous les coups durs, toutes les choses que j'avais espérées qui n'ont pas fonctionné, ça m'a pris des fois des années avant d'arriver à faire Ah, c'est pour ça que ça m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai grandi. Puis aujourd'hui, je suis rendu là, comme je suis content d'où je suis, c'est parce que ça m'est arrivé. Puis chaque fois dans ma vie, quand ça m'est arrivé, je dirais à mon Étienne de 20 ans, fais-toi-en pas, la vie va toujours t'amener au bon endroit. Garde la foi. Garde la foi, continue à avancer, puis peu importe ce qui t'arrive, la vie va t'amener au bon endroit. Puis aujourd'hui, j'ai 47 ans et la vie m'a toujours amené au bon endroit. Quel message, quel partage puissant. Wow! Au-delà de nos attentes, je pense que l'univers nous en donne plus que qu'est-ce qu'on aurait même espéré. On comprend pas quand ça nous arrive, les moments de noirceur, les moments difficiles. Mais après, quand on regarde par en arrière, moi, je dis l'univers conspirait. Tu sais, il travaillait pour qu'on se rende où est-ce qu'on est aujourd'hui. L'univers conspire à ce qu'on arrive. Si on croit, si on a la foi en ce qu'on Oui. est, en ce qu'on fait, en la vérité, en la valeur de ce pourquoi on travaille, moi, je crois fondamentalement à ça, que l'univers conspire pour te permettre de réaliser tes rêves. J'adore, j'adore. J'ai découvert un Étienne différemment. Oui. Déjà, j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour toi, puis je le redis, là, vraiment impressionné. Encore plus d'admiration envers toi. Je parlerai pendant des heures avec toi. Je veux juste qu'on se laisse avec une anecdote, quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre à ton sujet. Tu vois, moi, je savais même pas que tu avais une carrière Ben en oui. hockey. Fait que là, j'ai été surprise d'apprendre ça. Mais qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de toi? C'est une bonne question. La vraie question est qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de toi et que tu vas oser dire? Oui, c'est ça la vraie Parce que ce que question. les gens ne savent pas, là, je pourrais en dire, mais je veux tu non, je fais des blagues. Qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de moi? Cette question-là, elle fait réfléchir mes Eh oui, hein, invités. puis ta pause vers la fin, hein, Oui, fait que là, c'est il reste la plus beaucoup de dernière temps. C'est question. la dernière question, fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Ah, je pense que les gens, par le genre de chansons, parce que les chansons que j'ai été plus connues, c'est beaucoup de ballades romantiques. Oui, Très fleurs bleues, oui. très romantiques, très doucereux. Puis quand les gens me rencontrent dans la vie, ils font Ah, OK, t'es cool. T'es un C'est gars pas juste cool, tu sais. romantique, Genre, là. il y a des boys qui vont venir prendre une bière. OK, t'es un gars de hockey, là. Tu sais, t'es pas, tu sais, t'as pas une rose dans la bouche quand tu te lèves le matin puis tu parles en poésie, là, comme dans tes chansons. Non, non, non. OK, t'es un vrai gars. Ça, je pense que les gens, quand ils apprennent à me connaître, réalisent que l'image, souvent, qui a été montrée de moi, c'est pas nécessairement juste ça. Que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez relax, puis je suis un vrai boys, mais que peut-être la façade ou l'image qui a été montrée de moi est plus romantique et que quand les gars viennent à mes shows, finalement, ils ont du fun. Ils ont du fun. Ils viennent, puis des fois, je fais des blagues dans mes conférences ou mes shows. Je dis, bon, monsieur, je sais que vous êtes venu pour accompagner votre femme, là, mais. Mais à la fin, c'est eux qui ressortent Puis à plus la fans. fin, ben, ils sont contents. Sont Puis, fans finis de toi. ben, tu sais, c'est ça, ça m'arrive de plus en plus, je pense, en vieillissant, là, qu'il y a de plus en plus de gars et de couples qui viennent. Donc, c'est peut-être ça que les gens savent pas sur moi, c'est que je suis un gars assez relax puis assez gars aussi dans la vie, comparativement à peut-être l'image qu'on peut se faire.
Je l'ai dit en ouvrant l'entrevue, là, je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir reçu sur mon podcast, puis encore plus reconnaissante d'avoir vu tout ce que tu as partagé avec autant d'authenticité. Merci. Ben, je peux te dire que pour moi, ça a été j'en ai fait quand même plusieurs. Ça a été un de mes podcasts les plus agréables que j'ai eu la chance de faire. Ah! Donc, un immense merci à toi pour ce bel échange et ce beau partage. Je suis touchée. Merci. À Merci à toi. presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!